maintenant, nous allons parler de la justice, plus précisément d'un principe cardinal de cette justice, principe malmené souvent, la présomption d'innocence. Bonjour Julia Minkowski. Bonjour. Vous êtes avocate, vous publiez un éloge de la présomption d'innocence aux éditions de l'Observatoire. Vous signez également une chronique dans Le Parisien aujourd'hui en France le dimanche. On va parler de ce livre, mais je voudrais vous soumettre un cas. Justement, un cas dont on a beaucoup parlé cette semaine, celui de Richard Ferrand. Il est pressenti pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel après Laurent Fabius. La justice n'a plus rien à lui reprocher. Il n'a pas été condamné, mais à en croire les commentaires de l'opposition, il n'a pas été innocenté. On le traite médiatiquement, politiquement, d'une certaine façon comme un coupable. Ça aussi, ça malmène la présomption d'innocence. Richard Ferrand a été mis hors de cause dans l'affaire des mutuelles de Bretagne et j'ai lu, comme vous, certains posts de l'opposition faisant valoir qu'il n'aurait pas été blanchi, mais que simplement l'affaire était prescrite. Alors là, on touche à quelque chose qui va au-delà de la présomption d'innocence, qui est la question de la prescription. Que fait-on ? À partir du moment où vous êtes accusé, si les faits sont prescrits, alors on devrait vous écarter de toute responsabilité. Parfois, vous savez, on a des clients qui viennent nous dire, mais finalement, est-ce que la prescription, ça défend tout à fait mon honneur, puisque jamais des magistrats indépendants ne vont pouvoir se pencher sur mon cas. Dire parce qu'une affaire est prescrite, cela signifierait que les faits étaient constitués, c'est totalement faux. Donc, faire valoir cet argument à l'encontre de Richard Ferrand, je vois qu'il y en a d'autres. Je rappelle quand même qu'il a été président de l'Assemblée nationale, comme les deux précédents présidents du Conseil constitutionnel. C'était un élu local, il a été ministre. Enfin, c'est quelqu'un qui a tout un tas de compétences légitimes pour être proposé à ce poste par le président de la République. Utiliser cet argument, c'est d'abord tout à fait déplacé, c'est diffamatoire et évidemment ça porte atteinte à l'état de droit. Est-ce qu'il aurait mieux valu qu'il soit jugé, relaxé, innocenté par la justice plutôt que la prescription empêche le jugement, si on se met dans un cas d'école de fiction? Mais on peut tout à fait se poser la question et vous savez aujourd'hui, après une circulaire qui avait été prise par Éric Dupond-Moretti, on ouvre des enquêtes sur des faits prescrits de façon systématique dans les affaires de violences sexuelles, ce qui n'est absolument pas ce qui a pu être reproché à Richard Ferrand, et avec exactement cette difficulté qui se pose pour tout un tas de personnes, de personnes inconnues, de personnalités, avec le fait que tout le monde est au courant de l'existence de l'ouverture d'une enquête, qu'à la fin, le parquet vient vous dire les faits sont prescrits, mais le parquet en soi n'est pas compétent pour déclarer quelqu'un de coupable ou d'innocent. Il faut qu'il y ait un tribunal. Les faits sont prescrits, il n'y a pas de procès, et ça pose une difficulté. Après, Richard Ferrand, je n'en doute pas, malgré sa proximité avec le chef de l'État, c'est aussi ça qui est pointé du doigt, aura ce devoir d'ingratitude cher au doyen Vedel entre le nommé au Conseil constitutionnel et la personne qui l'a nommé. Je pense que c'était quelqu'un qui serait tout à fait compétent à cette fonction. Julia Minkowski, votre livre s'intitule Éloge de la présomption d'innocence. Avant d'évoquer la thèse que vous défendez et la présomption d'innocence que vous défendez, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la présomption d'innocence et si c'est un concept judiciaire récent ou s'il est ancien? Alors, j'ai coécrit ce livre avec ma consoeur Marie Dosé, oui. Et il nous tenait à cœur, comme ce principe cardinal, j'aime bien ce mot que vous avez utilisé tout à l'heure, et si malmené aujourd'hui, comme il a pu l'être aussi dans le passé, et je pense qu'il y a des moments de crise et qu'en ce moment, nous y sommes véritablement. C'était important pour nous de le définir, d'en rappeler l'histoire. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ça, et oui, évidemment que c'est un principe très ancien, qui est issu du droit romain, et qui vient dire simplement un homme est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et vous avez tout un tas de principes qui vont découler de ça, comme le doute profite à l'accusé. C'est un principe de preuve. Avec vraiment, il y a une formule qui a été utilisée par la Cour suprême du Canada, que je trouve très belle, qui vient expliquer que la présomption d'innocence, c'est croire en la bonté humaine, en fait. C'est se dire que non, l'homme, on le prend d'abord comme quelqu'un de bon qui n'est pas un criminel né.
sauf si on vient vous prouver le contraire. Et donc, il a été proclamé, on va dire, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, par cette expression-là, tout homme étant présumé innocent. C'est un droit naturel, en fait. On n'a pas besoin de le déclarer, il l'est. Et en même temps, c'est un présupposé d'imaginer que l'homme est bon par nature. D'autres ont écrit que l'homme était un loup pour l'homme. Et donc, ce sont deux philosophies, avant même qu'il y ait un débat juridique, qui s'affrontent sur la nature humaine. De là à ce que nous soyons tous coupables, il n'y a qu'un pas que je ne franchis pas. Julia Minkowski, si vous deviez nous parler des exceptions au principe de présomption d'innocence, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a une présomption de culpabilité dans l'arsenal judiciaire français? Ça existe? Alors, c'est extrêmement rare. C'est le cas, par exemple, si vous êtes le propriétaire d'une voiture et qu'un excès de vitesse est commis, on présume que c'est vous, titulaire de la carte grise, qui êtes responsable. Mais c'est évidemment des exceptions très, très rares. On doit prouver qu'une personne est coupable, car prouver qu'on n'a pas fait quelque chose, on appelle ça en droit la preuve diabolique. C'est impossible. Comment voulez-vous prouver que vous n'avez pas fait? Comment peut-on prouver un fait négatif? C'est bien pour ça qu'on dit non, il faut venir prouver la culpabilité. Alors, ça pose des difficultés, notamment, et c'est pas pour rien qu'à la faveur de MeToo, un défi se pose pour des infractions comme les infractions sexuelles qui sont très souvent commises dans un cadre fermé, entre quatre murs, derrière la porte, et où apporter la preuve est particulièrement difficile. Il n'empêche que, sauf à se résoudre, à se soumettre à l'arbitraire, c'est-à-dire que une accusation serait une vérité, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, sans qu'on ne vienne la vérifier, on est obligé de se confronter à ce principe. Et nous, c'est ça qu'on a voulu expliquer dans le livre, comment articuler l'impératif de lutter contre les délits, la criminalité, évidemment, tout en respectant la présomption d'innocence. Évidemment, c'est un des rôles fondamentaux de l'avocat. Au-delà de votre métier d'avocate, qu'est-ce qui vous paraît malmener dans le monde d'aujourd'hui la présomption d'innocence? Il y a des époques qui y sont plus ou moins favorables, des mouvements d'opinion, des tendances profondes. Vous avez cité MeToo, on pourrait ajouter les réseaux sociaux, on pourrait ajouter la démocratie médiatique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans votre métier, au quotidien, vous vous dites, il est quand même de plus en plus difficile, une fois qu'on a innocenté quelqu'un, qu'il est passé au tribunal, qu'il a été jugé et relaxé ou qu'il y a eu un non-lieu, de considérer qu'il est innocent? Alors là, oui, on va même au-delà de la présomption d'innocence qui s'applique en réalité. Ça aussi, les gens le savent peu, pendant le cours de la procédure judiciaire. C'est-à-dire avant la procédure judiciaire, après la procédure judiciaire, on sort, en tout cas en l'état du droit, de la présomption d'innocence et on applique, si vous êtes accusé d'avoir commis une infraction, le droit de la presse et la diffamation. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, va primer un principe de précaution, c'est-à-dire qu'on va substituer le doute profite à l'accusé dans le doute, considérons la personne comme coupable, écartons-la, ne le nommons pas à telle ou telle fonction. Et aujourd'hui, ça va jusqu'à ce que vous disiez exactement. Même quelqu'un de déclaré innocent va être finalement un coupable qui a réussi à échapper à la justice parce que le doute lui a profité. On n'a pas réussi à réunir assez de preuves. Et je pense évidemment au cas du musicien Ibrahim Malouf qui avait été condamné en première instance mais relaxé en appel. La décision est définitive, donc il est considéré par la justice et donc il doit l'être par la société, car la justice est encore le dénominateur commun le plus respectueux des droits des uns et des autres, comme n'étant pas coupable des faits dont il était accusé. Et on est venu l'écarter du jury du Festival de Deauville au prétexte qu'il avait été accusé alors qu'il a été innocenté. Julia Minkowski, comment expliquez-vous que le droit à l'oubli n'existe pas ? Comment se fait-il, malgré la prescription, malgré le temps qui passe, que la société n'oublie plus? Vous parlez de cas qui sont expressément médiatiques. Est-ce que ça vaut pour les accusés lambda? Est-ce que ceux-là, finalement, s'en sortent pas beaucoup mieux que les gens qui sont sous le feu des projecteurs? On touche à un autre principe qui est celui de la réhabilitation. Moi, je cite souvent cette phrase de Milan Kundera qui disait qu'une société dans laquelle le pardon n'existerait plus serait un enfer. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Je crois que ce qui sous-tend tout ça pour certains militants, ça serait l'idée que le bannissement, en fait, là, on va au-delà de la peine. Si on n'oublie pas, c'est que même
même une fois que la peine a été purgée, on considère que la personne doit continuer à être écartée du champ social. Et donc que le bannissement serait finalement ce qu'il y aurait de mieux comme exemple pour éviter que de nouvelles infractions soient commises. Mais je veux dire, historiquement, la preuve en est que ça ne fonctionne pas. À l'époque de la peine de mort, ça n'a jamais empêché aucun assassin d'aller tuer des enfants. Donc il y a toute des philosophies du droit social qui s'opposent là-dessus. Moi, je crois que quelqu'un qui aurait été déclaré coupable une fois sa peine purgée a droit à la réhabilitation. Qu'on veuille aller voir, quand il s'agit de personnalité, son film, son concert, libre à chacun. Je veux dire, les choses sont sues. Mais de croire que en constituant des marginaux, en fait, des personnes dont on ne voudra plus, des effacés. Des effacés, oui, il y a évidemment ça. Et puis aujourd'hui, on vient effacer même des gens qui ne sont plus là pour se défendre. Vous pensez à l'abbé Pierre ? Alors, avec l'abbé Pierre, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce que ce qu'on a expliqué avec Marie Dosé au moment où on a fini le bouquin, c'est mais quoi ? Est-ce que demain, on peut imaginer que la justice vienne se saisir d'un cas comme celui de l'abbé Pierre, où non seulement les faits sont prescrits pour les personnes qui auraient pu ne pas dénoncer des crimes et des délits qui auraient été commis, mais même aller jusqu'à se saisir d'une affaire dans laquelle la personne ne peut plus être poursuivie puisqu'elle est décédée. La justice, vous savez, a beaucoup à faire, la justice pénale. Avançons sur ce qu'on peut juger. Oh, je suis sûr que les jeunes avocats qui ont l'habitude de faire des procès pour s'entraîner feront peut-être un jour le procès de l'abbé Pierre à titre posthume. Julia Minkowski, merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir éclairé nos auditeurs sur ce principe qu'est la présomption d'innocence. Je rappelle que vous êtes avocate et que vous venez de publier avec maître Marie Dosé Éloge de la présomption d'innocence aux éditions de l'Observatoire et qu'on pourra vous lire dimanche dans votre chronique du Parisien dimanche. Merci. Merci. À bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre aujourd'hui, Géraldine Wössner et bien sûr Jean-Marie Colombani. Ils sont deux et